et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission spéciale de Téléhandicap. Notre invité d'aujourd'hui fait partie de ce courant lumière d'aujourd'hui aussi, qui circule partout à travers le monde, dans le but de sortir une population de l'obscurantisme par sa connaissance particulière au niveau de l'image et du savoir. Mais la différence de notre invité, ce qu'il vit jour après jour, la particularité de cette diversité inclusive qui tenait à l'exprimer par le truchement de ses caméras pour sensibiliser le public et les autorités aussi à la réalité des personnes vivant avec la trisomie 21 qui touche spécifiquement nul autre que son fils Luca et tous les autres. Il me fait grand plaisir d'accueillir aujourd'hui dans cette émission spéciale M. Elie Liberté, caméraman, scénariste et réalisateur. Monsieur La Liberté, bonjour et bienvenue à cette émission spéciale. Ben, merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'avoir la chance de discuter aujourd'hui avec vous. Écoutez, comme je suis en mesure ou je ne suis du tout en mesure de remplir l'eau du fleuve Saint-Laurent dans un verre, ou même à emprisonner le printemps québécois dans un tableau de peinture, inévitablement, je ne serai pas capable aujourd'hui de décrire votre carrière et vos voyages aux quatre coins du monde à titre de cinéaste et réalisateur et surtout environnementaliste. Voulez-vous, s'il vous plaît, nous mettre la table et nous parler tout d'abord de votre jeunesse qui vous a amené à devenir ce que vous êtes devenu aujourd'hui? On vous écoute. Donc, vous voulez que j'aille loin? On va devenir nostalgique. Oui, oui, oui. Ben, moi, j'ai grandi en Gaspésie, dans un univers qui m'a donné beaucoup de liberté, qui m'a inspiré beaucoup de liberté. Je dirais que c'est le mot qui décrit le mieux mon enfance. Parce qu'on a grandi en plus à une époque où on n'était pas emprisonné dans des écrans. Mais étrangement, il reste que quand j'étais enfant, je rêvais de moi un jour parcourir le monde puis filmer le monde parce que je me souviens très bien du moment déclencheur qui me lançait sur, le- sur la piste de devenir cinéaste. J'étais tout petit, j'étais assis par terre avec le cou cassé, je regardais l'écran de télé qui à l'époque était de très mauvaise qualité, tout petite et peut-être sûrement en couleur déjà, mais puis je voyais l'équipe, un documentaire de Cousteau. Puis mon attention s'était attardée pas nécessairement sur les grandes vedettes, sur Cousteau, etc., sur les gens qui étaient à l'avant de la caméra, mais sur tous ces gens-là qui gravitaient autour. Puis j'avais vu l'image de quelqu'un qui portait une caméra. Puis je m'étais dit, ah, moi, un jour, je veux faire ça. Je me souviens très clairement de ce moment-là. Puis je m'étais mis à faire des photos avec l'appareil 35 mm de mon père qui m'avait laissé, sans film, il n'y avait même pas de film, mais je m'amusais à faire le mouvement de prendre la photo, d'entendre le clic, de cadrer. Puis on peut dire que c'est comme ça que c'est ça, l'étincelle qui m'a lancé sur cette piste-là. Puis la vie a fait que j'ai suivi cette passion-là, puis je suis devenu avec le temps, j'ai été impliqué dans le milieu du cinéma assez jeune parce que mon père avait des amis qui étaient directeurs photo. À l'époque, il n'y avait pas grande école de cinéma au Québec ou des programmes vraiment reconnus. Puis tout le monde me conseillait de tout simplement apprendre sur le tas, comme on dit, de suivre les maîtres, puis d'apprendre avec les maîtres. Puis moi d'ailleurs, c'est une façon d'apprendre que j'adore. Je trouve que ça nous manque, cette vieille façon-là d'enseigner et d'apprendre. Probablement que ça existe plus qu'on le pense. Donc, j'ai suivi ces maîtres-là, ces gens-là qui manipulaient la caméra. Puis, je suis un jour, j'ai eu la chance de porter moi-même une caméra, euh, puis d'éventuellement commencer à raconter mes propres histoires avec cet outil-là qui est finalement un outil qui nous permet de dire des choses.
parce qu'on est des compteurs, on est la prolongation des compteurs Exact. qui existent depuis la nuit des temps dans toutes les... Là-dessus, c'est universel. L'humain a besoin de raconter, puis l'humain aime ça se faire raconter. Donc, voilà. Donc, une partie, je dirais, vous n'étiez pas le créateur de votre propre métier, mais vous êtes allé chercher de chez votre père, de l'entourage de votre Ouais, père, les ouais, particules de quelques images, de quelques sons, et vous ouais. avez créé après vous-même votre propre carrière. Ouais, parce que il reste que c'est comme c'est une forme d'artisanat, moi, je trouve, faire du documentaire plus qu'un art. Mm. Ça peut être un art. C'est comme à cheval entre l'art, l'artisanat et la fonctionnalité, parce que des fois, il y a des contrats. Je gagne ma vie avec ça. Il y a des fois des projets qui sont plus qui ont des objectifs de fonction plus clairs et précis. Des fois, il y a une liberté de création qui est plus grande, mais il reste que tenir une caméra dans ses mains, apprendre le découpage, savoir comment raconter avec cet outil-là qui est quand même, qui nous emprisonne dans un cadre précis. C'est ça qui est étrange de ce métier-là. C'est, c'est que ça peut nous faire vivre autant d'émotions, mais avec quand même une limite. Donc, mais je reviens à la tradition du conteur qui finalement qui est tout simplement la parole. Donc, voilà. Et, et C'est ce temps-là que ça me pris avec les maîtres. Quand je dis j'ai appris des maîtres, c'est de regarder les gens travailler puis apprendre ma façon moi-même de travailler, de tout simplement qu'est-ce que le monteur a besoin pour que tu puisses raconter ce que tu veux raconter. Qu'est-ce que le réalisateur, quand j'étais au service d'un réalisateur, a besoin de voir pour qu'il puisse dire ce que lui veut dire. C'est ça qui est extraordinaire. Après ça, le son, qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre pour appuyer une certaine émotion ou pour entendre un certain propos? C'est pas sorcier dans le fond, mais on a chacun nos façons de travailler. exact. Mm. Donc finalement, aujourd'hui, vous êtes cinéaste, Oui, réalisateur, et oui, même, je dirais, vous êtes un globe-trotteur qui oui, s'intéresse aux différents sujets, oui, dont les enjeux environnementaux et oui, sociaux, oui, ainsi qu'au développement de la population autochtone du Canada. oui, Votre choix des sujets doit porter sous ses ailes quand même une certaine particularité pour faire avancer le monde et le faire tourner proprement. Maintenant, la Gaspésie était par hasard un élément déclencheur pour Élie la Liberté, non seulement pour son choix de métier, mais pour son choix des sujets. oui. Qu'en pensez-vous? Ben, c'est sûr, je pense que oui. Je pense que la Gaspésie, mais aussi nos origines, d'où on vient. Tu sais, de mon côté maternel, c'est une famille de 12 tu sais, j'ai beaucoup. Je pense que de grandir dans un milieu où tu as autant de tantes et d'oncles et de cousins et de cousines, une famille où les grands-parents, autant du côté de mon père que de ma mère, mes arrière-grands-parents ont quand même vécu assez vieux. Donc, donc cette espèce d'enracinement dans une tradition, ou plutôt dans une façon d'être, tu sais, dans un monde où la communauté, c'est elle qui te porte, c'est elle qui te supporte, Ouais, c'est elle ouais, qui te nourrit, c'est elle qui te protège, c'est elle qui t'aime, c'est elle qui t'apprend à négocier avec le monde. C'est pas étranger à ma grande volonté de me rapprocher de l'humain, peu importe. Mais j'ai toujours eu ce désir-là, cette espèce de besoin-là, d'aller voir l'humain, peu importe où il est. Oui, l'environnement, c'est important pour moi parce que je pense que c'est vivre en Gaspésie nous démontre que par, pr- je veux dire, on peut pas, sans l'environnement, on n'est pas là. On n'existe pas, notre vie, on doit au territoire notre vie, on lui doit tout. Donc, je pense qu'il y a un respect et une admiration face à cette beauté-là qui, elle aussi, nous nourrit. Donc, à partir de là, j'ai toujours exploré le monde, probablement inconsciemment au début. À 20 ans, on y pense pas à ça, c'est tout ce que je raconte là. Si je le dis maintenant, c'est parce que j'ai 50 ans, mais à 20 ans, il y a une innocence, mais en même temps, avec le recul, je peux dire que oui, il y a toujours cette espèce de besoin-là
d'aller voir comment l'humain vit, comment l'humain raconte, comment l'humain chante, comment l'humain danse, comment l'humain parle par rapport à sa langue, par rapport à... ça m'a toujours fasciné, puis ça me fascine encore. Puis ça arrêtera jamais de me fasciner, ça c'est clair, net et précis. Donc, puis par rapport aux nations autochtones, ben, mes enfants sont autochtones de par leur mère, donc les sujets, on les trouve autour de nous. Tu sais, des fois, on n'a pas besoin de chercher loin. Ben, la preuve, c'est que mon dernier film, c'était sur mon garçon, fait que j'ai pas cherché très loin. Il était assis dans mon salon, mon plus beau sujet. Il était assis devant moi depuis 20, On va 23, arriver à ça. 22 ans. Donc, donc oui, je pense que ça, c'est comme une flamme. C'est dur à expliquer, hein. C'est quelque chose qu'on prend pas nécessairement le temps d'analyser ou en tout cas pas moi parce que j'ai toujours vécu un peu en suivant mes intuitions puis mes désirs profonds. Mais le respect de l'humain pour moi me guide. Le respect, l'écoute si possible, même si je suis quelqu'un qui peut parler quand même beaucoup. J'ai besoin de sentir que je vis dans un monde qui s'écoute, qui se respecte, puis qui prend soin des uns des autres. Juste de le dire me rend heureux, ça me donne une chaleur, tu sais, c'est important pour moi. Ça, c'est important pour moi, puis c'est une bataille, malheureusement, qu'on livre présentement l'humain, tu sais. Mais c'est sûr, la Gaspésie, et je retourne à la Gaspésie, cette belle terre que j'adore, Oui, était vraiment un élément déclencheur. oui, Vous avez la partie autochtone, vous oui, avez la partie environnement et oui, vous avez la partie documentaire. Vous avez oui, ramassé les trois parties et qu'on oui. la trouve beaucoup plus à 80% en Gaspésie que la rue Royale ou la rue Saint-Laurent à Montréal. Il faut qu'on Peut-être. soit clair un petit peu là. Donc, vous Oui, avez toutes les données qui oui, ont créé en vous ce que oui. vous êtes aujourd'hui. Ben, je pense que oui, je pense que le Eh milieu oui. dans lequel on est, dans le milieu dans lequel on a grandi, les racines qu'on a influencent notre vision du monde, tu sais. Mais en même temps, il y a des cinéastes extraordinaires qui sont nés dans des ruelles, là, tu sais, puis qui nous racontent ça. Mais peut-être que dans leur cinéma, on sent moins on sent moins le territoire, je sais pas. Mais c'est pas à moi de juger. En fait, on est dans un monde où je crois qu'on a avantage à s'ouvrir à une pluralité de regards, que ce soit la classe sociale, le lieu d'origine, la culture, là, peu importe. Puis on le voit aujourd'hui. On vit Oui. dans une époque où il y a une pluralité des compteurs qui explose présentement, en tout cas du moins dans notre petite partie du monde. Quand on écoute la radio, quand on lit des livres, quand on regarde la télévision, puis à chaque fois, c'est bon. À chaque fois, on dit, mon Dieu, je pensais pas que ça existait, cette façon-là de voir, tu sais, cette façon-là de compter, c'est cette espèce de chant dans la langue. Mhm. Puis ça nous touche à une partie profonde de nous. C'est là que c'est la beauté de l'humain, quand l'humain s'écoute, quand l'humain se laisse se raconter. Je pense à un exemple comme la Kainu, tu sais, mais là, c'est que la télévision, mais il y a des auteurs maintenant, on laisse de plus en plus de place. En fait, faut même pas dire le mot laisser la place. Faut laisser exprimer nos pluralités. Puis c'est là qu'on connecte au niveau de l'humain. Puis c'est là que je trouve ça extraordinaire. On a avantage à faire ça. On a besoin de ça. L'humain a besoin d'entendre les autres. Il a besoin d'écouter la connaissance des autres, a besoin d'écouter la perspective des autres. C'est essentiel à la survie même de l'humain. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on fait de façon depuis des millénaires. S'ouvrir à l'autre, puis c'est ce qui a garanti notre survie à travers le temps, j'en suis convaincu. J'invente, là, il faudrait que je trouve je le preuve, je le prouve, mais mais c'est notre connaissance qui a fait qu'on a survécu, l'humain. Puis je pense qu'aujourd'hui, on passe peut-être des fois des moments difficiles. En tout cas, on trouve que les moments sont pas... Mais je crois que les solutions à nos problèmes sont dans notre ouverture envers les autres. Vous savez, la richesse qu'on vous parlait tout à l'heure versus les autres. Oui, Et Paul Valéry disait, mettez tout ce que nous avons de meilleur en commun et oui, enrichissons-nous de nos différences. exact. Et c'est Exact. exactement, c'est avec l'autre qu'on va s'enrichir Oui, pour se produire ensemble. oui, Ça, c'est exactement. entièrement d'accord avec vous, là, entièrement Oui, parce d'accord. qu'à partir de ce moment-là, on ne se diminue pas, on se multiplie.
Puis je parle pas de multiplier physiquement, là. Je parle, on se multiplie Ouais, ouais. dans notre connaissance, dans notre profondeur, dans Dans notre notre... développement, dans tout. Exactement, Exactement ça. exactement. Exactement. Écoutez, on va rentrer maintenant dans le corps du sujet. Oui, C'était une excellente introduction pour connaître la personne et c'est de cette manière on va pouvoir s'enrichir ensemble maintenant avec votre savoir. Et mes questions seront au niveau d'apprentissage de ma part et de la part de pour donner ce que les autres ont besoin d'entendre. On appelle les téléspectateurs, oui, téléspectatrices. Maintenant, oui. on va rentrer dans votre carrière, là. Mhm. Surtout la liste de vos documentaires et les honneurs s'y rattachant est très longue. J'en profite d'ailleurs pour nommer quelques-uns dans vos documentaires Secrets des profondeurs, Urgence, Photographe voyageur, Les survivantes, Florent Volant, que j'ai connu, j'ai assisté à ces spectacles, Connected, Un canot dans la neige, Cascadeur et j'en passe. Oui, Par contre, oui, par contre, et vous avez dû remarquer que j'ai gardé quelque chose en réserve pour la conclusion. oui, Il y a de l'autre côté de la médaille Luca, oui, cette espèce humaine ou une espèce humaine en voie de disparition. oui, Premièrement, c'est qui Luca oui, pour Élie la liberté oui, et pourquoi il serait par hasard en voie de disparition? On vous oui, écoute. oui. Ben, Lucas, c'est mon fils. C'est mon Oui. fils qui a maintenant 24 ans, qui a la trisomie 21, qui est né avec la trisomie 21. Il est né avec un bonus. Hmm. Je dis tout le- En fait, il est né avec un chromosome de plus parce que la trisomie 21, Il y en a trois, quatre sortes, oui, oui, vous fait avez que, raison. je dis toujours aux gens, il n'y a rien en moins, il y a de quoi en plus que nous, on n'a pas. Malheureusement, on n'a pas En tout cas. Et puis, Lucas, une espèce humaine en voie de disparition. Pourquoi mon fils est en voie de disparition? C'est pas autant lui qui est en voie de disparition, c'est la trisomie 21 qui, à cause d'un test systématique de dépistage prénatal, Hmm. qui finalement fait que plusieurs familles choisissent d'avorter de leur grossesse quand ils apprennent la nouvelle que leur enfant a la trisomie 21, fait qu'il y a de moins en moins de naissances de gens avec la trisomie 21. Donc, ma question un peu naïve, c'est que je me suis posée quand j'ai vu cet état des choses-là. Je me suis dit, est-ce que je peux m'imaginer, moi, un monde sans Lucas? Puis la réponse pour moi était automatique. Je me disais, mon Dieu, ma famille au complet ne pourrait jamais, et plus que ça, Lucas touche tellement de gens. Les gens autour de moi qui le connaissent bien pourraient jamais s'imaginer un monde sans lui. Donc, je me suis dit, est-ce que nous, l'humain, est-ce que la planète, est-ce qu'on devrait s'imaginer un monde sans eux? C'est là que la question du film se pose. Après ça, le film est comme une quête un peu, si on veut, d'essayer de comprendre la situation au Québec, pour commencer. Euh, comment ces tests-là ont été mis en place, comment ça se passe. Puis à partir de là, je fais mon petit bonhomme de chemin avec mon fils Lucas. On va rencontrer toutes sortes de gens. On va rencontrer, entre autres, Geneviève du regroupement de la trisomie 21, son fils Hubert. On rencontre des gens ici au Québec qui ont la trisomie 21 ou qui sont impliqués dans le domaine de la trisomie 21 pour ensuite partir, on va jusqu'en Europe. Toujours avec cette question de base-là, mais en même temps ce désir-là de comprendre comment ça se passe, comment ce test-là est mis en place, c'est quoi les impacts, puis pourquoi on le fait, pourquoi on fait ce test-là finalement. Pourquoi la trisomie 21? Tout d'abord, pourquoi la trisomie 21? Parce que les anomalies génétiques, il y a une liste interminable. Donc, pourquoi on décide que c'est la trisomie 21? Puis ensuite de ça, est-ce qu'une famille qui est face à ce choix-là est vraiment bien outillée pour prendre une décision libre et éclairée? Parce que quand on commence à choisir la génétique des individus qui sont à naître, on peut facilement tomber dans l'eugénisme, puis on sait qu'il y a eu des dérapes et qu'il va en avoir encore et qu'il en a encore, des humains qui décident qu'un tel humain est moins valable qu'un autre, qu'un immigrant a moins de valeur, sa vie a moins de valeur que la mienne. Je peux étendre cette question-là à différents êtres humains. La société constamment choisit quel humain est meilleur que l'autre. En temps de COVID, on se posait la question,
Est-ce que les aînés ont moins de valeur qu'un jeune? Est-ce qu'une personne de 20 ans a moins de valeur qu'un vieux chêne de 99 ans? Moi, je pose juste les questions, après ça, libre à nous d'y répondre. Donc, voilà le film, mais en lien avec la trisomie 21. Est-ce que la famille, parce que, en fait, je prends des grands détours, mais pour revenir avec le concept, parce qu'on se dit, ah oui, mais là, attention, est-ce qu'on fait de l'eugénisme? Non, 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 on ne fait pas d'eugénisme parce qu'on laisse le choix à la famille. Oui, mais est-ce que la famille, c'est réellement un choix libre et éclairé ou c'est une pression sociale ou c'est une pression du monde médical qui force la famille à décider? Est-ce que la famille, si elle n'a jamais rencontré une personne qui a la trisomie dans sa vie, c'est quoi avoir la trisomie? Parce qu'on se fait tellement présenter la trisomie comme étant quelque chose de lourd, quelque chose de difficile, quelque chose de ah, il y a des chances qu'il développe des problèmes de cœur. J'ai tout vécu ça, tu sais, il y a des chances, il va mourir plus jeune, puis peut-être, puis... Mais là, après ça, Voilà. C'est pas si simple que ça, puis c'est pour ça que même moi, dans le film, j'oserais pas répondre à cette question-là au nom d'une famille plus qu'une autre. Encore là, puis je le répète à plusieurs occasions dans le film, jamais je désirais enlever ce choix-là à une famille. Et si une famille prend ce choix-là, et il y a beaucoup de familles qui ont pris ce choix-là au Québec, jamais je pourrais leur amener une once de culpabilité pour avoir pris ce choix-là. Je suis persuadé que ces familles-là ont pris le choix dans le meilleur de leur capacité, dans le meilleur de leurs connaissances, Naissance, c'est ça. et aussi dans la société dans laquelle ils vivent. Hmm. Je les blâme pas, ces gens-là, quand tu ouvres la TV à tous les matins, puis on se fait dire, il n'y a pas de service pour les jeunes au Québec. Il y a un manque d'éducateurs. On voit des cas d'abus parce que les services sont pas bien supportés. Nos aînés, ils doivent manger avec 2 $ l'assiette parce qu'ils n'ont pas assez de budget pour bien les nourrir. Qui voudrait avoir un enfant à besoins particuliers dans un monde qui leur offre si peu? Hmm. Donc je comprends très bien, puis même que je peux même pousser la réflexion que si aujourd'hui j'étais dans leurs souliers, puis j'aurais ce choix-là à prendre, qui sait, peut-être que je prendrais la même décision qu'eux. Donc, donc, donc ma réflexion se veut respectueuse, mais je crois essentielle. Qu'on se pose la question tout d'abord avec la trisomie 21, mais vous voyez que quand je me mets à poser la question en lien avec la trisomie 21, vite, je m'ouvre à toutes sortes de questions similaires, que ce soit avec d'autres types d'handicaps, d'autres types de défis. Puis, tu sais, j'avoue, là, mon fils, là, il y a des jours, tu sais, c'est une responsabilité à vie, là. C'est un certain poids. C'est Oui, comme je dis souvent, moi, je mène une double vie. Je dois mener ma vie de cinéaste, je dois mener ma vie pour qu'on gagne notre croûte ici dans la famille, supporter. J'ai d'autres enfants, exact. bientôt 5 petits-enfants. Lucas, c'est une double vie. Je dois m'occuper de lui, les Exactement. transports. Tu sais, les gens ne s'imaginent pas. Tu sais, tu t'arrives sur un transport ferroviaire, on te demande une preuve de sa trisomie. Tu sais, t'as toujours, c'est comme, ah, là, c'est comme toujours un. Oui, c'est vrai. Mais bon, après ça, je peux vous parler aussi de tout ce qu'il apporte dans le monde, là. Mais pourquoi cette espèce humaine en voie de disparition? C'est ça ce que je veux aller Ouais, dans ouais, la profondeur de votre ouais, pensée et de vous décortiquer parce que ça m'a ouais, touché et je me ouais, suis arrêté à ça. Mais on va parler d'autres choses aussi tout à l'heure, là, même sur la trisomie. Mais pourquoi en voie de disparition? Nous nous ouais. battons, on vit un combat permanent pour la diversité, pour l'inclusion. C'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire avec ça? C'est un point extrêmement important. Ben, parce que si Allez-y, c'est une espèce en voie de disparition, la disparition. trisomie 21, si on ne se pose pas plus de questions que ça, puis qu'on fait juste mettre en place les tests de dépistage, Oui, puis que ça devient tellement facile que les gens vont choisir l'avortement. et on Si va tout le monde choisit l'avortement, il n'y en voir aura plus vers de quoi. naissance avec la trisomie 21. Exact, Si tout le monde exact. choisit de terminer la grossesse Wow. parce que le test est positif, il n'y en aura plus de gens comme Lucas dans notre vie, là. Ils n'existeront plus. C'est sûr que si on arrête les tests, ils vont recommencer à renaître parce que la trisomie 21, c'est inexplicable. Ils naissent 1 sur 1000 depuis des milliers d'années dans l'humanité, probablement. Il n'y a pas de culture. C'est pas comme d'autres problèmes génétiques comme au lac Saint-Jean où toutes les cultures sur la planète, presque, du moins,
Peut-être qu'il y a des légères variations, mais ils naissent partout sur la planète. Fait que, Voilà, vous avez donné une réponse surtout. Vous savez, on est capable de faire, de découvrir aussi la trisomie 21 à partir du troisième mois de la grossesse, là. ah ouais, puis Donc, vous avez très bien répondu à oui, ce puis sujet. les tests ne vont que être de plus en plus efficaces Oui, et de plus en plus faciles à faire. oui, Et maintenant, au Québec, il y a des centres, il y a des centres privés. Donc, une famille peut aller dans un centre privé, oui, faire le génome complet de leur bébé, oui. puis regarder les résultats de ce génome-là, puis dire, OK, on veut pas ce bébé-là, on va aller l'avorter. Puis là, ces centres privés-là, on parle plus juste de la trisomie 21. J'imagine qu'on peut même déterminer le sexe. Peut-être qui sait la couleur des yeux, je ne sais pas, il faudrait leur parler. Il reste qu'on est dans un monde qui est comme ça, une espèce de monde de performance où c'est facile. Puis quand la famille décide l'avortement, ils vont dans un centre hospitalier qui demande l'avortement. Ils n'ont pas besoin d'expliquer la raison pour laquelle ils le font. Puis c'est bien comme ça. Il faut que ça reste comme ça. Mais c'est Ouais. juste pour vous démontrer jusqu'à quel point on tombe dans un monde de sélection génétique qui est presque un film futuristique qui nous fait peur, tu sais. Je me dis, c'est un peu le canari dans la mine de la sélection génétique et de nos capacités à sélectionner la génétique de nos futurs enfants, qu'est ce test-là sur la trisomie, tu sais. Vous savez, actuellement, la génétique, on parle donc différents handicaps, Oui, incluant la paralysie cérébrale. On sait très oui, bien, on oui, savait que la oui, paralysie cérébrale se reposait avant au niveau d'une lésion au niveau du cerveau ou un oui, ACV, oui, mais, ou un manque d'oxygène à la naissance. Mais aujourd'hui, il nous arrive avec la génétique aussi, là. oui. Ben oui, La génétique est devenue carrément un des critères importants à regarder. oui, Il peut y avoir au moins 10% des personnes ayant l'appareil cérébral qui parviennent de la génétique. Donc, ça, c'est la science qui nous découvre beaucoup de choses. Restons dans le domaine scientifique au niveau de la trisomie 21. On oui, sait très bien actuellement que l'intelligence artificielle commence à confirmer que l'intervention dès le jeune âge par une stimulation précoce aide au développement moteur, intellectuel et du langage en incitant l'enfant à avoir confiance en lui, oui, à l'encourager de faire des projets et le soutenir et oui, soutenir ses habiletés sociales, sans oublier certainement un point extrêmement important, oui, de nommer ses progrès et le rendre fier de ses réussites. oui, Maintenant, ce que oui, je voudrais savoir de vous, et c'est très important, parce que vous avez vécu avec Luca, il fait partie de la famille, vous l'avez eu depuis son jeune âge et vous avez découvert avec ces critères-là qu'il a la trisomie 21. Avez-vous remarqué un développement ou ce développement ayant à l'esprit que avec ces critères que je viens de vous parler, que cette particularité lui a permis de vivre un apprentissage exceptionnel exactement parce qu'il était à vos côtés, parce qu'il a eu un apprentissage. Est-ce que ce développement, vous l'avez remarqué durant ces années? c'est dur pour moi parce que j'ai pas de comparaison. Tu sais, j'ai pas élevé un Lucas numéro un puis un Lucas numéro 2. Un que on a stimulé, si on veut, puis l'autre que j'ai pas stimulé. Mais il est clair que même encore aujourd'hui, si je stimule pas Lucas, ben, il devient euh, un peu un peu moins Un rebelle. allumé, je ne sais pas comment dire, il s'éteint un peu forcément, tu sais. Ah, Donc, je crois que, puis ça, je dis ça parce que c'est le cas pour n'importe quel humain. Si moi, pendant une semaine, je tombe en dépression, puis je mange des chips, puis j'écoute la télévision, vous risquez de voir un Ellie un petit peu moins enjoué et moins stimulé par le monde dans lequel il vit, tu sais. Pour moi, il n'y a pas une grande science en arrière de ça parce que je pense qu'on peut appliquer ce principe-là à tout individu. Dans mes années d'intégration scolaire avec Lucas, je disais souvent, parce qu'on avait des comités, on devait se rencontrer, avoir des plans des objectifs, des plans d'intervention, ce qui était super. Mais je posais souvent la question,
comment ça se fait qu'on ne fait pas ça avec chacun de nos enfants, finalement? De voir l'enfant, c'est quoi ses forces, c'est quoi ses faiblesses, puis comment on peut le stimuler à développer tel aspect qui serait peut-être un peu sous-développé. Donc, je crois que oui, je crois que Lucas, le fait de vivre dans une famille où il y avait deux sœurs et un frère plus vieux que lui, ça l'a changé aussi son univers, son environnement. Ses sœurs ont été, je dis ses sœurs parce qu'en âge, il était plus près de Lucas, ont été un élément clé dans sa stimulation parce qu'elles se sont jamais gênées, exemple, de l'apporter, passer une soirée avec leurs amis ou de faire une sortie le jour, viens-t'en, Lucas, avec les amis. Fait que Lucas soit intégré, on va dire, ou qu'il soit inclus dans un monde qui le voyait tel qu'il était, sans lui, pas nécessairement adapter tout pour lui, mais le faire, le mettre, moi, comment, c'est comme si je me suis jamais gêné à dire, poussons-le dans le monde, mais puis observons comment il développe ses propres outils d'adaptation. Comment il va, lui, développer sa façon d'interagir avec le monde et de survivre dans le monde et de vivre dans le monde. Puis même si Lucas, encore à 24 ans, il a encore de la difficulté à son langage, Lucas, c'est un de ses grands défis. Il y a des gens qui ont la trisomie qui, à 24 ans, parlent très bien. Lucas, lui, a encore de la difficulté. Malgré tout, il se fait comprendre. Donc finalement, c'est pas nous, les experts, ou le père, ou la mère, ou les sœurs qui ont fait que Lucas s'est adapté, c'est Lucas lui-même qui s'adapte. Hmm. Mais pour ça, il faut qu'on lui offre la chance de le faire et non le prévoir à l'avance c'est quoi ses défis, mais le pousser quand il tape une limite, l'observer, puis l'accompagner pour que lui-même développe ses moyens d'adaptation. Excellent. Exemple, à l'école, un exemple hyper concret, quand il était petit, un moment donné, l'apparition des iPads, des petits iPods est apparue. Hmm. Puis nous, c'est pas nous là, qui a pensé à ça, là. C'est lui, il avait un iPod, puis il s'est mis à accumuler des images dans son iPod, puis quand il avait de la misère à se faire comprendre, il me montrait une image. Puis là, je comprenais. Ah, ok, je comprends, c'est ça le mot que tu dis. Mais c'est Lucas, ça, qui a trouvé ce moyen-là. C'est lui qui nous est arrivé avec ça. Puis là, on a saisi l'occasion. Les éducateurs, ils ont dit, waouh, il travaille, il aime bien ça, son iPod. On s'est mis à intégrer l'iPod à l'école pour parler. On a rajouté des images. Donc, je pense qu'il y a pas de façon unique, mais oui, faut observer, puis il faut le garder à l'esprit. Mais en même temps, c'était pas un objectif. Je me levais pas le matin, je me disais pas nécessairement, OK, comment je vais stimuler mon garçon. Mais je me gênais pas pour l'amener partout. Je me gênais pas pour, tu sais, dans sa... J'espère, Hein? j'espère, vous n'êtes Non, pas. c'est ça. Puis surtout, le faire vivre des expériences. Moi, je suis Ah oui, quelqu'un qui se promène, qui va rencontrer des gens. On va chez les Inuits, on fait des cérémonies avec les Inuits, on participe à des événements, toutes sortes. Ici, sur la communauté aussi, il est très, très, très impliqué, Lucas, dans la vie culturelle, dans la vie spirituelle de la communauté. bien. Il participe à des tentes à suer, il adore aller là. Donc, je pense que même ça, c'est un aspect d'ailleurs où Lucas a été extrêmement stimulé, a été extrêmement accepté. Puis des moments de la vie où Lucas n'est pas un handicapé. Il est un individu parmi tant d'autres. Puis il participe de par sa présence à notre bien-être, ou je ne sais pas comment le dire, parce qu'exemple, dans certaines cérémonies, on va là pour notre guérison, on va là pour prendre soin de nous. Ben, Lucas, il apporte quelque chose de précieux qui aide les gens à mieux se connaître, à se découvrir, à s'accepter, à mieux s'aimer. Fait que c'est immense, là. Là, je ne suis plus dans l'adaptation, c'est le contraire, là. Puis je le dis souvent, je m'emballe peut-être, Joseph, vous me direz si vous voulez que j'arrête, mais je trouve que maintenant, il y a souvent des situations dans la vie où c'est moi qui est handicapé. Où Lucas, il est pas mal plus à sa place que moi. Exactement Où ça. moi, je rencontre des limites de ma personne, puis je regarde Lucas, puis Lucas, il n'y en a pas. Fait qu'il il me ra- il- c'est comme si le rôle de l'accompagnateur et de l'accompagné s'inverse. Je le regarde, puis lui, tout va bien. Fait que je me dis, OK, je me lance, tu sais, je le suis. Exemple, je sais pas, faudrait que je l'essaie, mais j'ai l'impression que Lucas ne peut pas vraiment vivre de choc culturel. Parce que pour lui, il est ouvert à tout. Il voit un humain comme un humain. Peu importe ce que l'humain fait, on dirait que tout est acceptable.
Il n'y a pas de jugement de classe, il y a pas de... Nous, notre cerveau est toujours en train de juger la situation, jauger la situation. Puis c'est correct, on a besoin de ça. On a besoin des uns des autres, en fait. Tu sais, Lucas a besoin de moi aussi parce que des fois, je fais comme attention, là, reste ici. Tu sais. C'est pas le temps d'aller aider à minuit à Montréal. Il y a des gens dans la ruelle qui font des choses bizarres. C'est pas le temps d'aller lui donner des câlins, des câlins. Là, viens-t'en, on va rentrer. Exemple. Mais Oui. mais tu vois, il y a des moments où c'est Lucas qui est le mieux adapté et moi qui deviens le mésadapté, de par mes préjugés, de par mes idées préconçues, de par toutes sortes d'espèces de schémas mentaux qu'on porte les humains, là, tu sais. Moi, Les neurotypiques. vous avez un contraste dans vos paroles qui me fasse une pensée qui me donne à réfléchir beaucoup à ce que vous disiez tout à l'heure là Mm, mm, vis-à-vis de Luca. Mais n'oubliez pas, gardez une idée dans votre tête. Vous savez, mm, l'article 1 de la Charte universelle des Nations Unies, nous mm. sommes nés égaux. Ben oui. Et nous avons tous notre propre handicap dans la vie, que ce soit valide ou personne vivant avec une incapacité ou avec un handicap. Ça, c'est clair, net et précis. Maintenant, on va aller directement dans ce contraste d'idées, parce Mm, que vous savez, je cherche, je les ai trouvés chez vous, mais je vais aller chercher la réponse de vous. Je oui. veux pas me, je peux pas me permettre de donner ma propre réponse. C'est pour cela que j'ai découvert un petit peu dans cette particularité de vos idées, qui relèvent des idées un petit peu différentes. Je trouve une particularité intéressante dans votre courte biographie. Vous disiez pour vous, les connaissances ancestrales du monde peuvent Mm, nous guider permettant aux générations de puiser dans la sagesse et les savoirs de leurs ancêtres. Je mm, trouvais ça exceptionnel. Personnellement, j'y crois et mm, j'y tiens à garder avec fierté oui. cette particularité vivante en moi. Maintenant, par contre, vous terminez votre pensée avec un contraste en disant parfois, à force de fixer notre regard sur le passé, l'avenir nous échappe. Là, j'étais perdu. Je n'ai plus nulle part cette contradiction profonde, par exemple. Pourquoi vous êtes allé chercher les ancêtres avant? Aller piger là-dedans, aller chercher le maximum, le savoir et la sagesse. Et Oui. après, vous retournez, vous mettez ces ancêtres à côté, Mm, et parce qu'on a peur que l'avenir nous échappe. Qu'est-ce que vous voulez mm. dire là-dedans, M. La Liberté? Mais ce que je veux dire, c'est que nos ancêtres, parfois, nous ont transmis aussi des blessures. Oui. Et puis on vit dans un monde blessé présentement. C'est sûr que je fais référence au colonialisme, je fais référence à l'impérialisme, à l'espèce ou même, je ne veux pas nommer une religion plus qu'une autre, mais à l'abus que certaines personnes ont fait, l'abus de pouvoir que certaines personnes ont fait au nom de certaines religions. Puis au Québec, on sait très bien de quoi je parle. Puis là, je parle entre autres des traumatismes que les nations autochtones ont vécu, mais que aussi les Québécois ont vécu, l'espèce d'abus de pouvoir, l'espèce de utiliser la peur pour pour contrôler. C'est comme ça que plusieurs générations ont fonctionné. Même nos parents étaient comme ça, nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents utilisaient cette façon-là de nous éduquer, ou si on veut, pour qu'on puisse... Mais bon, donc je fais référence à ça. Puis là, je trouve qu'on est à une époque où on fait comme se réveiller de cette espèce de cauchemar-là, puis on veut arranger le monde dans lequel on vit. Donc, quand je parle qu'il faut pas, faut être conscient des blessures qu'on porte, faut être conscient du passé qu'on a au niveau des traumatismes, mais il faut aller plus loin que ça pour réussir à avancer, pour pouvoir regarder devant. Pour pouvoir regarder devant, faut aller chercher ce que nos ancêtres nous transmettent aussi, qui ne sont pas que des traumatismes, mais qui sont aussi une connaissance, un savoir, et la réponse ou les solutions, en fait. C'est que je trouve qu'on porte en nous c'est pas nécessairement une contradiction, c'est qu'on porte en nous les deux. OK. J'imagine c'est comme le yin et le yang, où on porte en nous certains traumatismes, certains cauchemars, mais on porte aussi
la solution à ces problèmes-là. Puis la seule manière, c'est d'être conscient de où on vient, d'être capable de prendre un pas, un temps d'arrêt, comme on fait présentement par rapport à plein de choses dans le pays, des enjeux sociaux importants, Mhm. où on prend un temps d'arrêt, on regarde en arrière, on réalise que, oh mon Dieu, il y a eu des grandes erreurs qui ont été faites. Mais si on avance juste avec la douleur, le futur va nous échapper. OK. Mais si on est capable d'avoir la sagesse d'aller un peu plus profond en nous, de pardonner, d'accepter, d'être honnête envers les uns envers les autres, de se respecter envers les uns envers les autres et se respecter des fois sans comprendre l'autre. Il y a des moments dans la vie, jamais on va comprendre l'autre. On va tout simplement pas le comprendre parce qu'on n'a pas la capacité de comprendre certaines réalités qu'on n'a pas vécues. Donc, à partir de ce moment-là, si je fais ce temps d'arrêt-là, puis je dis, ben, avançons doucement ensemble et ne laissons pas nos douleurs nous définir, mais allons puiser dans la grande sagesse de la connaissance ancestrale de l'humanité qui a traversé des millions d'années d'évolution et avançons ensemble. C'est là que je pense qu'il y a un futur possible pour moi, puis pour mes enfants, puis mes petits-enfants. Je fais de la grande philosophie, mais je pense qu'il y a quelque chose en même temps de très concret, puis il n'y a rien de mystique là-dedans. OK. Monsieur la Liberté, en conclusion, permettez-moi de vous dire que la sagesse lumineuse d'un créateur comme vous relève toujours de ce souhait de donner aux autres. Vous Oui, avez un héritage d'un océan à l'autre, oui. d'un continent à l'autre et d'un mur à l'autre. Mm. Je vous remercie d'avoir passé dans cette émission spéciale de Téléhandicap pour donner une voix aux sans-voix. Votre exemple restera cette lumière qui ne s'éteindra jamais pour de meilleurs lendemains et je vous remercie pour cette présence. Merci beaucoup, Monsieur Coury. À vous, chers téléspectateurs, téléspectatrices, ce n'est que nos revoirs et à la prochaine.